D'abord, bonjour à toutes et tous, hein. On est heureux de clôturer ce troisième webinaire, enfin ce cycle de webinaires sur l'intelligence artificielle, qui est le premier, mais il y en aura certainement d'autres, par un troisième sujet. En fait, on avait abordé l'année dernière, tout d'abord IA et adaptative learning, et ensuite la question de l'IA et de l'ancrage des apprentissages. Cette fois-ci, on vous propose donc d'examiner plus en détail la question des agents virtuels intelligents. Donc, effectivement, c'est un sujet, il y a beaucoup de solutions principalement américaines, anglo-saxonnes, très peu de solutions européennes, voire françaises, donc c'est intéressant d'en examiner une aujourd'hui. On vous propose donc 3 temps. Donc tout d'abord, en fait, Gilles va nous faire quelques petites définitions, nous rappeler un petit peu les concepts, parce qu'effectivement, on peut s'en mêler un petit peu entre agents virtuels intelligents, chatbot, etc. C'est toujours bien de savoir de quoi on parle, de savoir d'où on part. Ensuite, en fait, Yannick Raffnel, président de Tech France, va revenir sur les enjeux de l'IA un peu globalement dans le domaine de la formation, notamment de par sa position, il a un peu une vision de tout ce qu'on pouvait avoir comme EdTech française sur le sujet. Et puis ensuite, le cœur du sujet, de toute façon, je les laisserai se présenter chacun les uns les autres. Donc, Ludovic Rocroy et Eric Deschiens, en fait, de Craft AI, nous présenteront un retour d'expérience de leur solution qui a été déployée à l'Université Paris-Dauphine. Et donc, voilà. Donc, comme d'habitude, on a commencé par un petit sondage qu'on vous a proposé quelques jours avant dans LinkedIn. Donc, c'est bien, on est content parce que ça monte de plus en plus. Là, il y avait 92 réponses à ce sondage. Donc, vous pouvez voir que finalement, il y a quelque part un tiers des répondants seulement qui sont, enfin, 30-40% de gens qui ont commencé, qui sont convaincus de l'intérêt, puis les 2 tiers des répondants qui sont plutôt encore dubitatifs sur la question. Donc, on va tenter de vous convaincre un peu de l'intérêt et des avantages et inconvénients de ces agents virtuels intelligents. Et puis surtout, donc, on vous encourage à poser vos questions dans le chat. On les prendra à la volée au fil de l'eau en fonction de comment ça se déroule, ou si on va consacrer un temps dédié aux questions-réponses à la fin. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Gilles. Donc quand on a organisé ce webinaire, on a réfléchi au titre. Et le titre, on s'est demandé si on devait l'intituler Système tutoriel intelligent ou Agent virtuel intelligent. Et c'est posé la question de la différence entre ces deux concepts. Donc, je pense qu'il est intéressant de faire un petit point sur la différence de ces différents concepts entre agents virtuels intelligents, les systèmes tutoriels intelligents, en anglais Intelligent Tutoring System, ITS, on dit souvent ITS d'ailleurs, et les chatbots. Alors, la différence, en fait, il y a très peu de différence entre ces 3 programmes informatiques, hein, ces 3 dispositifs informatiques. On peut, l'agent virtuel intelligent, je crois, fait appel à différents algorithmes d'intelligence artificielle, ce qui le rend visant à simuler un être humain. Et donc, on le voit bien avec chatbot, avec ChatGPT. On voit que on peut vraiment suivre une conversation avec un agent virtuel intelligent, et ce qu'on ne peut pas faire par exemple avec un chatbot. Un chatbot, ça répond à des règles précises. Dès qu'on lui pose une question en dehors de son champ de connaissances, on va dire, il ne sait pas répondre. Il botte en touche, si je puis dire, alors que l'agent virtuel intelligent aura toujours une réponse, même si elle n'est pas pertinente, mais aura toujours une réponse simulant vraiment un humain, même s'il ne sait pas, dira qu'il ne sait pas, mais le dira de façon, j'allais dire «intelligente» entre guillemets. Les systèmes tutoriels intelligents existent depuis maintenant quelques décennies, hein, en fait, ça existe depuis au moins depuis les années 2000, les différents dispositifs de systèmes tutoriels. Donc ils intègrent, bien sûr, au fil des évolutions de l'intelligence artificielle, mais ce sont des systèmes dédiés complètement à la formation, ce que ne sont pas les agents virtuels intelligents. Les agents virtuels intelligents peuvent être utilisés dans énormément de domaines.
alors qu'un système tutoriel intelligent est vraiment dédié à la formation et à l'enseignement. Voilà la différence qu'on peut faire entre ces trois concepts. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bien entendu, les systèmes tutoriels intelligents vont intégrer petit à petit, des agents virtuels intelligents. Et on va le voir. Du coup, je me suis posé la question, mais est-ce que ChatGPT est vraiment un agent virtuel intelligent ou pas? Comment il se définit lui-même? Donc, je lui ai posé la question, c'était le plus simple. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu qu'il était vraiment un agent virtuel intelligent, car il utilise des techniques de traitement de langage naturel pour comprendre les demandes des utilisateurs et formuler des réponses appropriées. Il me rajoute qu'il n'est pas conçu pour fournir un soutien éducatif personnalisé, ce qui est une caractéristique des ITS, ni pour effectuer des tâches simples telles que la réservation d'une table dans un restaurant, qui est le cas des chatbots. Voilà, donc voilà, on voit que ChatGPT répond clairement à la question et à la différence, hein, entre agent virtuel intelligent, ITS et chatbot. Alors, pour suivre, ce qui est intéressant et je crois qu'on va avoir des présentations de retour d'expérience aujourd'hui, c'est comment les agents virtuels intelligents peuvent améliorer l'efficacité des ITS et c'est ça notre sujet finalement, hein. Le sujet aujourd'hui avec l'arrivée des agents virtuels intelligents et donc leur performance, qu'on découvre, ces derniers mois, comment on imagine qu'ils vont, améliorer l'efficacité des ITS sur lesquels on travaille depuis, comme je le disais tout à l'heure, depuis une vingtaine d'années. Alors, en ajoutant par exemple, des interactions personnalisées et on va pouvoir créer des expériences d'apprentissage, beaucoup plus humaines, donc en imitant pratiquement un accompagnateur dans, l'action de formation puisque, avec les dispositifs de reconnaissance vocale et gestuelle, on peut imaginer des avatars même qui, vous font une démonstration comme un humain pourrait le faire, d'une machine, d'une solution, et cetera. On a vraiment, des interactions, tout à fait personnalisées en lui posant une question, si on lui demande si cet agent est représenté sous la forme d'un avatar humain, il peut, et si on lui pose la question, où est, le ressort qui permet, de fermer le clapet? Il est capable de nous le montrer, et de nous l'expliquer. Donc on va beaucoup plus loin avec ces agents virtuels que pouvaient faire les ITS et la différence aussi, c'est qu'on ajoute de la réactivité donc au système, c'est-à-dire qu'il nous répond en temps réel, hein, comme dans une conversation, ce que font rarement les ITS, en tout cas d'ancienne génération. Hem, Ensuite, donc ces dispositifs d'intelligence artificielle, sont puissants et sont capables d'identifier des erreurs, les erreurs des apprenants, de les corriger et de les corriger précisément et d'apporter des commentaires, des feedbacks. Et autre exemple, au niveau, du suivi des performances, ils peuvent, grâce à ces algorithmes d'intelligence artificielle, analyser en fait, toutes les données des apprenants et fournir, des informations très précises sur les performances, des apprenants, à la fois aux apprenants eux-mêmes sur leur progression, mais aussi, aux accompagnateurs et à toute l'équipe pédagogique. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire, avec, des agents virtuels intelligents intégrés, dans des systèmes, tutoriels, informatisés. Voilà et je pense que, maintenant je vais laisser la parole, à Yannick Raffnel, qui va nous dire ce qu'il pense de cette évolution, des agents virtuels, de ces agents virtuels utilisés en formation et puis nous verrons le témoignage, comme le disait, Loïc, de Craft AI sur le sujet. Merci Gilles. Je prends le relais. Je vais essayer de vous contextualiser, moi, mon intervention en disant,
Pourquoi est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui autour de l'usage de ces outils d'intelligence artificielle appliqués dans le monde de l'éducation de la formation? Où est-ce qu'on les retrouve? C'est vrai que dans la filière EdTech en France, dans les entreprises, on va trouver à peu près allez, une demi-douzaine d'entreprises qui travaillent sur ce sujet et qui toutes essayent d'aller dans une direction qui est très intéressante. C'est quoi? Ce n'est absolument pas du tout d'aller nourrir, et je vais revenir là-dessus, le fantasme que les apprenants vont pouvoir apprendre tout seuls sur les interfaces en utilisant uniquement les outils. Mais beaucoup plus d'aller outiller les équipes de formateurs ou les enseignants pour leur permettre d'aller produire du contenu, pour aller produire du service et pour leur permettre de mieux trouver leur place. Et je vais revenir sur cette grande distinction, c'est-à-dire comment ces outils d'IA viennent au service des formateurs plus qu'au service des apprenants. Je vais m'expliquer en prenant le premier point d'entrée qui est que, alors, j'ai fait une extension. Moi, c'est vrai que je suis parti des ITS, des AVI et la question, mais parce que tout ça, ça fait un gros tout actuellement. Et qu'est-ce que l'on voit dans tout ce qui se publie aujourd'hui et dans tout ce qui nous arrive au travers des médias? C'est extraordinaire. Ces outils vont permettre de remplacer les formateurs, vont permettre de remplacer les équipes et finalement, pourquoi pas les dispositifs de formation. Et ma réponse est d'entrée, j'y vais franco, je dis non, non, mais attention, en aucun cas, ça n'a cette vocation-là. Pourquoi? On le voit que au travers des réponses aux questions qui vont être posées par les apprenants, on va pouvoir accéder à énormément d'informations. De l'information qui est parfois très juste, parfois approximative, parfois même totalement fausse, avec cette impossibilité qu'a l'apprenant de pouvoir faire la différence entre quelque chose qui est juste ou pas juste, puisque on n'a pas les sources. On ne sait pas ce sur quoi s'est appuyé cette IA lorsque l'on est sur ChatGPT, par exemple, puisque je vais me centrer sur lui pour aller démonter les mythes que l'on peut avoir autour de cet outil, par exemple. C'est un outil qui va amener de l'information, soit qui va amener de l'information avec peut-être et très souvent des biais, parce qu'il faut toujours revenir à la base, c'est que l'IA, c'est une construction manuelle, c'est une construction faite par des équipes d'humains qui ont programmé, qui ont nourri les algorithmes et qui, au travers des corpus qu'ils utilisent, font que l'IA, quel qu'il soit, va apporter des réponses qui sont biaisées. Biaisées dans le sens où ça va nous amener des biais culturels, des biais en termes de représentation sociale, genrée, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on se doit d'être extrêmement attentif. Tout vient de la question du corpus qui est utilisé et de qui a fabriqué, de comment se sont fabriqués ces algorithmes et sur quelle représentation on a fait et nourri ces algorithmes. La dernière chose très importante qu'il faut garder en tête, hein, c'est que avoir de l'information poussée par ces agents, ça peut être très utile. Lorsque l'on se pose une question, lorsque l'on a un problème à résoudre, par exemple, on va avoir l'impression d'avoir une solution immédiate à une question posée. Et on peut se dire, c'est très bien, c'est comme ça que l'on apprend. Sauf que et là, je vais vraiment déborder au-delà des agents virtuels sur l'usage de l'IA intégrative, générative. C'est qu'on a
au travers de ce recours, on a la possibilité d'avoir non plus simplement les sources, non plus simplement de l'information brute, mais de l'information qui est reconstruite et qui est structurée, qui est directement condensée, résumée, mise dans la forme que l'on souhaite. Or, faire, faire ce travail par l'objet, par l'outil, c'est dire que l'apprenant ne va plus lui-même faire ce travail. Ça veut dire qu'il délègue toutes les étapes du processus d'apprentissage que sont la compréhension, l'assimilation, le résumé, l'appropriation et la mise en œuvre, qui sont les étapes fondamentales de la construction du savoir et du développement des capacités. Je ne parle pas des compétences. Et tout ça peut être délégué par facilité, je dirais même par fainéantise, à un outil qui va faire le travail et qui va donner l'illusion du savoir, et en squeezant totalement les mécanismes qui sont les mécanismes fondateurs de l'apprentissage et de la formation. Et de ce fait, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux lorsque c'est utilisé en remplacement, avec l'illusion du remplacement d'un système de formation. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va quand même aller maintenant voir tout ce que ça possède, au contraire, comme grande possibilité. Et la première des caractéristiques, c'est que, et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, c'est que oui, ces systèmes auxquels on peut poser des questions, auxquels on va obtenir des réponses souvent pertinentes, vont détruire le rapport à l'évaluation tel que c'est fait dans bien des dispositifs de formation, où les commandes qui sont passées aux apprenants sont des commandes totalement passives, uniquement de rapport à la restitution du savoir, et non pas du tout à l'intégration de ce savoir dans la production d'un livrable, dans la construction d'une activité pédagogique dans laquelle on va demander à l'apprenant d'être acteur pour assimiler, pour utiliser des sources, pour produire, et souvent produire à plusieurs un résultat qu'il va apporter à l'équipe de formateurs. Et au travers de ça, on a quelque chose qui va obliger les formateurs, les équipes pédagogiques à revoir totalement leur rapport à l'évaluation, laquelle évaluation a souvent pris le pas dans des organismes de formation ou des dispositifs sur le sens même de la formation. C'est-à-dire que bien souvent, cette dérive, on peut la retrouver, que l'on prépare les apprenants à être capables de répondre aux évaluations. Et non pas de former les personnes aux compétences réelles sur lesquelles, dont ils vont avoir besoin après dans leur travail ou dans leur implication dans leur métier. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir une conséquence absolument salutaire, d'avoir à aller se centrer, et c'est là où je vais vraiment insister, avoir à recentrer les équipes sur leur plus-value fantastique, qui est à la fois d'avoir à créer des activités pédagogiques à haute valeur pédagogique, c'est-à-dire qui vont développer en même temps toutes les smart skills, toutes ces compétences transversales, en même temps qu'on travaille sur des savoirs qu'il faut assimiler, qu'il faut s'approprier et que l'on va réutiliser. Et l'autre aspect, c'est d'aller dégager l'enseignant, le formateur, accompagnement humain. Et là, pour se recentrer sur les AVI et les ITS, on a cet accompagnement de premier niveau qui va permettre d'apporter un support pour répondre à tout un tas de questions qui sont des choses qui peuvent être générées soit par la communauté lorsque l'on est avec un community management efficace, avec une cohorte importante, mais qui vont pouvoir de ce fait dégager les formateurs
dans leur vrai rôle de mentor, dans leur vrai rôle de tuteur, à savoir prendre soin de manière psychologique, de manière émotionnelle s'il faut, de manière sociale sur comment les apprenants de manière individuelle vivent leur parcours, à quelles épreuves ils sont confrontés et comment est-ce qu'on peut les aider. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ce sont finalement ces deux points-là qui sont les caractéristiques les plus fortes des formateurs. Être capable d'inventer des activités pédagogiques et être capable d'accompagner les apprenants dans tout ce qui ne sera jamais remplacé par de l'intelligence artificielle. Et du coup, je conclus là-dessus, c'est ce qui va vraiment accélérer la transformation des métiers, des enseignants, des formateurs, en les ramenant au cœur de leur fonction, dans ce qui les a motivés au départ à faire ce travail, et c'est-à-dire de manière très éloignée de simplement une expertise technique dans un contenu, dans des savoirs qu'ils possèdent, mais dans ce qui fait l'essence même du métier de formateur. Voilà mon point de vue un peu général. Et maintenant, je vais passer la parole sur une illustration sur justement comment des entreprises françaises travaillent sur ces adaptations, travaillent avec de l'éthique, travaillent avec une vision pédagogique pour pouvoir produire des outils à destination des apprenants, pardon, à destination des équipes pédagogiques et des dispositifs. Et là, je laisse la parole à Eric et à Ludovic. Alors, qui commence, Eric ou Ludovic? Je vais commencer. Merci Yannick pour cette superbe introduction. Je vais commencer par vous présenter brièvement Craft. On enchaînera sur des différents cas d'usage dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et puis, on fera un focus sur le tuteur virtuel, une de nos réalisations pour un client. Donc, Craft, en deux mots, nous sommes donc un spécialiste en fait de l'IA. Nous sommes éditeurs de solutions d'intelligence artificielle avec une spécialisation dans le machine learning, donc des algorithmes auto-apprenants. Nous sommes basés à Paris et nous sommes membres de l'EdTech depuis 2 ans maintenant. Alors, on a un double positionnement, à la fois un positionnement technologique à travers notre plateforme de MLOps. Alors, derrière ce nom barbare, on propose en fait une technologie qui permet à des équipes de data science de passer du stade d'expérimentation au stade de production. Donc en clair, grâce à nos technologies, ça permet à des organisations, à tout type d'organisation, de pouvoir utiliser leurs données avec de l'IA, simplement sans, engendrer des coûts importants, soit en ressources internes, soit en faisant appel à des prestataires externes. Ça, c'est notre premier positionnement. Et puis le second, c'est une offre de service autour de notre plateforme. Donc, bien sûr, on apporte un support aux utilisateurs de nos plateformes, mais pas que. On est capable, bien sûr, d'accompagner n'importe quel type d'organisation dans la réalisation, la mise en œuvre de solutions d'IA, quels que soient les secteurs d'activité et les cas d'usage proposés. Bien sûr, tout ça basé sur notre technologie de notre plateforme de machine learning qui garantit en fait pour nos clients des mises en œuvre rapides et puis bien sûr, encore une fois, des coûts indexés les plus faibles possibles. Notre vision, c'est que grâce justement à notre technologie, ça va permettre en fait à une multitude d'organisations de pouvoir se projeter dans l'IA dans une logique, encore une fois, d'industrialisation et non pas de rester sur des concepts, des POC. Faut savoir, comme il y a des chiffres assez difficile à entendre parce que l'IA, comme vous le savez, c'est pas non plus c'est pas un sujet d'aujourd'hui, même si c'est porté depuis peu par l'avènement de ChatGPT, mais plus de 80% des projets d'IA restent au stade de POC, ne sont jamais passés en production pour X raisons.
en partie pour les raisons que j'évoquais, de coûts, de difficultés, d'accès en fait à des technologies qui sont avant justement l'arrivée de Kraft sur ce marché, qui sont difficiles à acquérir d'un point de vue économique, puisque ce sont des solutions portées par des éditeurs étrangers. Voilà, je vous propose de continuer, de laisser la parole à Ludovic, qui va vous présenter dans le détail et le tuteur virtuel, et puis quelques exemples de réalisation, comme je le disais, dans le secteur de l'éducation et de la formation. Merci Eric. Oui, donc comme l'a dit Eric, Craft AI, c'est un acteur de l'industrialisation de l'IA. Donc on a travaillé avec pas mal d'acteurs, d'organisations du secteur de l'éducation et de la formation. On travaille avec l'OPCO EP sur de la détection de fraude, de demande de financement ou de l'assistance au choix de barème de financement. On travaille avec la Burgundy School of Business sur de l'optimisation d'affectation d'étudiants dans des cours à la carte. On travaille avec le groupe Omnes Éducation sur un compagnon d'apprentissage qui fait de la recommandation de contenu externe facultatif, de la recommandation de stratégies d'apprentissage en fonction des profils des étudiants. On a travaillé avec le service numérique de santé, le Cézanne, sur là encore de la recommandation de formation. Et puis là, je vais faire un focus sur les travaux qu'on a fait avec l'Université Paris-Dauphine sur un tuteur virtuel qui fait du micro-adaptive learning. Donc, dans le détail, on a vu qu'on pouvait créer des agents virtuels intelligents, donc ils étaient capables de générer des discours. C'est bien ça, mais qu'est-ce qu'il va dire cet agent intelligent? Qu'est-ce qu'il doit faire quand on est dans le cadre de l'éducation d'un étudiant? Bah, l'agent intelligent, en soi, il ne connaît pas l'étudiant, il ne connaît pas son profil, son parcours, ses notes. Donc, comment il va pouvoir, à partir de là, aider l'étudiant? Donc, pour faire ça, il faut derrière un background, un back-end qui va aller déterminer pour chacun des étudiants, par exemple, les contenus qu'il serait bien d'étudier. Et ensuite, cet agent intelligent, il va formuler ça d'une certaine manière. Donc là, je vais vous présenter un exemple qu'on a fait avec Dauphine sur une façon, parmi d'autres, d'utiliser de l'IA et du machine learning dans le cadre d'un tuteur virtuel. Donc là, l'objectif, c'est d'aller accompagner chaque étudiant de manière personnalisée en allant recommander un contenu en se basant sur le parcours pédagogique, des demandes que l'étudiant peut faire, notamment sur de la disponibilité. Et puis, en l'occurrence, dans le cas que je vais vous présenter, l'objectif, c'est d'aller améliorer les résultats de l'étudiant, d'aller améliorer le taux de réussite finalement d'une cohorte, d'une classe dans un cours. Donc pour ça, on va utiliser un certain nombre de données, parce que le machine learning, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre sur un historique de données, et ces données, c'est très prosaïque, hein, sont vraiment des données qu'on est capable de stocker finalement dans des tableaux Excel pour caricaturer un peu la chose. Et donc ces données, c'est quoi? Ça va être les contenus de formation, en l'occurrence un graphe de connaissances qui va aller lier les différents éléments du cours. Je vais vous le montrer juste après. Il va aller récupérer des informations sur le profil de l'étudiant, hein, dans quel cours il est inscrit, quel âge il a, quelle année, de quelle année il est, quelles sont ses notes dans d'autres cours. On va aller regarder l'historique de l'étudiant sur le LMS. Donc le LMS, c'est le Learning Management System, c'est le système informatisé qui peut distribuer les cours en numérique. Donc ça va permettre de savoir quels sont les contenus qui ont été consultés, par exemple les vidéos qui ont été regardées. Quels sont les cours qui ont été terminés ou les objectifs qui ont été terminés, ceux qui sont en cours, et puis quels sont les résultats de l'étudiant, par exemple, sur des quiz. Et à la suite de ça, on va avoir une interface pour aller communiquer avec l'étudiant, dans lequel l'étudiant va pouvoir, par exemple, exprimer certaines demandes. J'ai 45 minutes devant moi, par exemple, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et puis, l'interface va fournir derrière des recommandations. Par exemple, va voir tel contenu, et voilà la raison pour laquelle je te propose d'aller voir tel contenu. Maintenant, on va aller regarder plus dans le détail comment on va construire cette recommandation, comment on va choisir tel contenu et comment on va expliquer la raison pour laquelle on va recommander ce contenu.
Alors, en sous-jacent, au niveau de l'Université Paris-Dauphine, les cours sont organisés selon un graphe de connaissances. C'est-à-dire que un cours va être constitué d'un certain nombre d'objectifs à remplir. Donc, ce sont les carrés gris, hein, de O1 à O9. Là, on est sur un cours, par exemple, de connaissance des énergies, et l'objectif numéro 1, ça va être connaître les caractéristiques du charbon. Et chacun de ces objectifs va être constitué d'un certain nombre de contenus qui peuvent être obligatoires, facultatifs. Ça peut être des vidéos à regarder, ça peut être des quiz à faire qui peuvent être des quiz facultatifs ou bien des quiz de validation obligatoire. Et donc, ces contenus-là, ils peuvent être regardés dans un certain ordre. Tout ce qu'on va demander, c'est que à la fin, pour accéder, par exemple, à l'objectif 4, il va falloir avoir atteint un certain nombre de marqueurs, avoir réalisé un certain nombre de choses sur les objectifs 1, 2 et 3, par exemple. Donc, on a un lien entre tous ces éléments de cours. Nous, la question qu'on va se poser, c'est parmi tous ces contenus qui peuvent être facultatifs, eh bien, comment on va pouvoir aller recommander une activité, un contenu à regarder, un quiz à faire pour aller maximiser la réussite de l'étudiant. Alors pour ça, eh bien, on va aller faire un focus sur les quiz. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de quiz qui apparaissaient dans ce graphe de cours. Donc, en l'occurrence, on a 17 quiz facultatifs, il me semble, et 5 quiz obligatoires. Donc, les quiz facultatifs peuvent être passés par l'étudiant ou non. Et les quiz obligatoires, par contre, ils sont forcément passés. Il faut les valider et avoir un minimum de résultats pour pouvoir passer et valider le cours. Donc, on va s'intéresser à ces quiz-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a parlé de machine learning. Donc, comment un outil de machine learning va nous aider? Eh bien, tout simplement, on va créer des algorithmes de machine learning qui vont apprendre sur les résultats des précédents étudiants qui sont passés pour être capable de prédire en fonction des résultats des quiz passés par un étudiant, quels vont être les résultats à venir sur les quiz futurs. Donc, on va apprendre à faire ces prédictions. Et à partir du moment où on est capable de prédire en fonction des quiz passés quelles vont être les notes aux quiz futurs, eh bien, on va être capable d'aller simuler tout un tas de scénarios et de se placer à un instant T pour un étudiant. Donc, un étudiant a eu telle note, a passé tel quiz, a eu telle note. Je suis là, je vais être capable de simuler différents avenirs possibles et derrière d'aller lui dire, voilà, dans la situation actuelle, tu es plutôt parti pour réussir, donc à ce moment-là, on va peut-être rien recommander, ou bien tu es plutôt parti pour ne pas valider ton cours, et donc à ce moment-là, je vais aller simuler des scénarios alternatifs dans lesquels on va modifier un petit peu les hypothèses, les résultats du passé, et donc on va pouvoir lui dire, je te propose d'aller améliorer tes résultats sur tel quiz du passé pour aller maximiser tes chances de réussite. Je vais aller illustrer ça un petit peu plus en détail sur des cas particuliers, sur 2 cas particuliers. Donc, dans un premier temps, on va aller se placer au niveau du quiz facultatif numéro 2 sur le pétrole, donc très très tôt pour voir comment se crée ce modèle-là. Et ensuite, on se placera sur le quiz de validation obligatoire de la séance 2, beaucoup plus loin dans le cursus, pour aller voir, quand on complexifie un peu le système, comment ça se passe. Donc voilà, on va se placer au niveau du quiz facultatif numéro 2. Donc là, on est dans une situation où l'étudiant n'a passé que le quiz facultatif numéro 1, l'activité numéro 1 sur les énergies fossiles. Il l'a passé ou il ne l'a pas passé d'ailleurs, et il a eu une note ou bien il n'a pas eu une note parce qu'il ne l'a pas passé. Et donc, à partir de là, on peut aller prédire quelle est la note qu'il va obtenir au prochain quiz. Donc là, c'est assez simple. On s'est placé volontairement très très tôt. En gris, vous avez tous les résultats de ce qui s'est réellement passé. Donc le quiz sur les énergies fossiles. Là, on peut voir à droite, is nul, ça veut dire qu'il ne l'a pas passé. Et puis ensuite, on a différentes branches. Il a eu plus de 45 sur 50 ou bien moins de 45 sur 50, mais plus de 35 sur 50. Donc ça, c'est ce qui s'est réellement passé. Et en jaune, on a les résultats de la prédiction de nos modèles sur le quiz qui va venir sur le pétrole.
Et donc, on est capable de voir qu'en fonction des résultats sur le quiz numéro 1, eh bien, on a différentes prédictions attendues sur le quiz numéro 2. Donc ça, c'est pas très, très intéressant parce qu'on a très, très peu d'historique, mais ça permet de voir comment ça marche. Cet arbre de décision, il est construit automatiquement par les algorithmes de machine learning, c'est-à-dire que les algorithmes vont aller regarder toutes les cohortes d'élèves qui sont passés auparavant et il va dire, bah voilà, voilà ce que je constate généralement, cet arbre de décision se fait comme ça et on voit que les résultats, ils se créent comme ça. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail et on va se placer beaucoup plus loin dans le cours. On va se placer ici. Donc, vous voyez que l'étudiant a eu l'opportunité d'aller participer à 15 quiz facultatifs et il a forcément passé le quiz en rouge de validation obligatoire de la séance 1. Et à partir de là, notre algorithme, il va aller regarder tous les élèves qui ont parcouru ce cours et il va aller déterminer les résultats de quiz qui ont un impact sur la probabilité de validation obligatoire de la séance 2. Donc là, de la même manière que sur la slide précédente, tout ce qui est en gris, c'est ce qui s'est réellement passé et tout ce qui est en jaune, ce sont des prédictions sur le quiz obligatoire de validation de la séance 2. Et ce qui est intéressant là-dedans, alors déjà, première chose, on voit que tous les quiz n'apparaissent pas. On voit apparaître le quiz sur la biomasse, sur la malédiction des ressources, sur l'énergie aujourd'hui, le quiz de validation de la séance 1 et le quiz sur l'électricité et le gaz naturel. Donc, il y en a certains qui n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que finalement, notre algorithme de machine learning, en analysant le passé, il s'est rendu compte que certains quiz avaient finalement peu d'impact sur la probabilité de validation du quiz obligatoire de la séance 2, donc il ne les fait pas apparaître. Alors ça, c'est un choix de notre modèle de machine learning, ça se fait automatiquement. En fonction des modèles, on peut avoir des résultats différents. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir, à partir de là, comment on va pouvoir faire des recommandations à l'étudiant. Si on se place, par exemple, sur une des feuilles jaunes, une des cellules jaunes, sur lesquelles les notes ne sont pas bonnes, par exemple, si je me mets complètement à droite, au milieu à droite, on a une note de 12,667, eh bien, on peut se mettre ici et se dire, OK, là, tel qu'est parti l'étudiant, il va avoir une note trop faible pour aller valider la séance 2 parce qu'on va lui demander d'avoir au moins 15. Donc, on peut se mettre sur cette position-là et se dire, maintenant, moi, je vais aller simuler des scénarios différents en allant faire évoluer les résultats aux différents quiz amont pour voir est-ce qu'on peut aller atterrir finalement sur un autre résultat. Et donc, par exemple, lui dire d'aller repasser le quiz sur la malédiction des ressources, sur lequel peut-être il n'a pas eu une note suffisante, et d'aller finalement prendre une autre branche. Et c'est comme ça qu'on va construire cette recommandation. On va aller tester tout un tas de scénarios alternatifs. On va regarder sur chacun de ces scénarios alternatifs quelles sont les modifications qu'on va devoir apporter au parcours de l'étudiant. On va regarder celles qui apportent les modifications les plus légères, parce que si on demande à l'étudiant de tout refaire, on va le perdre. Donc, on va lui dire, voilà, il faudrait juste peut-être aller retravailler ce quiz-là, améliorer la note sur ce quiz-là, et là, normalement, derrière, tu vas valider ta séance numéro 2 et tout le monde va être content. Et donc, ces arbres de décision, en fait, on va en créer un par quiz. Donc là, je vous en montre 4 en l'occurrence. Je vous en avais montré 2 auparavant. Mais pour chacun des quiz à passer, on va pouvoir créer un arbre de décision. Et en fait, on va pouvoir vraiment avoir des scénarios très profonds sur ce que l'étudiant peut faire. Et là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je vous ai montré des arbres de décision parce que c'est très graphique et c'est très bien pour expliquer. Mais en fait, on peut avoir des modèles beaucoup plus complexes qui vont aller vraiment prendre en compte toutes les notes. Et on peut même aller beaucoup plus loin. Je vous ai montré aujourd'hui une maille qui est liée au quiz, au résultat global du quiz. Mais en fait, on pourrait même mettre une maille à chacune des questions du quiz. Et donc avoir un éventail et une diversité dans les prédictions au niveau de la question de quiz. On pourrait même rajouter dedans, est-ce que tel contenu facultatif a été consulté ou non? Donc, on peut aller vraiment ajouter énormément de complexité. Le problème, c'est que derrière, les modèles deviennent absolument illisibles. Donc, je n'aurais pas pu vous le présenter graphiquement, mais on peut avoir des modèles beaucoup plus précis qui seraient très intéressants.
Ça a une deuxième conséquence de vouloir complexifier les modèles comme ça, c'est que ça demande d'avoir beaucoup plus de données en entrée, parce que plus on crée de diversité, plus on crée de degrés de liberté dans nos modèles, plus ils vont être précis, mais à condition d'avoir beaucoup plus d'exemples sur lesquels apprendre. Et à ce moment-là, là où sur des arbres de décision, quelques dizaines d'étudiants vont commencer à donner des résultats assez intéressants pour avoir des modèles précis, si on commence à vouloir aller au niveau de la réponse au quiz et du contenu consulté ou non, on va peut-être avoir besoin de centaines ou de milliers d'étudiants qui seront passés auparavant pour avoir des modèles qui fonctionnent. Donc, on va avoir à trouver un trade-off, un équilibre entre la précision des modèles, la granularité et la quantité de données disponibles. Donc voilà l'exemple qu'on a eu sur Dauphine, qu'on a pu mettre en pratique. On s'est heurté d'ailleurs à ce problème de difficulté de données disponibles sur la cohorte d'étudiants au début. Donc, ce qu'on a dû faire pour aller initialiser les modèles, c'est en fait mettre en œuvre des modèles de règles de recommandations de contenu, parce qu'en fait, au début, nos modèles n'avaient pas suffisamment d'historique de données pour pouvoir être capable d'apprendre et fournir des recommandations correctes. Donc, on a dû mettre en place des moteurs de règles un peu basiques pour aller générer les premières recommandations, donc générer des interactions avec le système. Et à partir de là, le modèle a pu commencer à savoir que si un étudiant avait passé tel quiz, obtenu tel résultat, eh bien, il avait eu plus tard tel autre résultat dans un autre quiz, et on a pu commencer à apprendre et mettre en place ces modèles de machine learning. Donc voilà, j'en ai terminé sur cet exemple, et puis maintenant, je vais laisser la main aux questions, si vous en avez, pour les différents intervenants. Alors, tout d'abord, merci. Oui, il y en a pas mal dans le chat. Je les ai notés. Je vais vous proposer de les prendre, peut-être pas forcément dans l'ordre, mais donc on voit effectivement que ça peut aller très loin et que c'est assez complexe. En fait, il y a une question finalement qui interroge la place de l'humain dans tout ça. Finalement, déjà, en fait, comment dire, je suis en train de remettre la main dessus. Dans le protocole, Christophe Coupeau qui nous demande, effectivement, dans votre protocole, avez-vous interrogé les profs sur leurs estimations de réussite des étudiants, à partir des notes, des résultats, des quiz des étudiants? Alors, c'est quelque chose qui est en œuvre depuis assez peu de temps chez Dauphine. Donc, on a des retours d'une certaine satisfaction des étudiants, effectivement. Alors, par moment, ça ne marche pas. Comme on vous le dit, au début, on a eu des difficultés parce qu'on n'avait pas suffisamment de données disponibles. Donc, on avait on avait des recommandations qui n'étaient pas pertinentes, d'où l'idée d'aller générer des recommandations avec un moteur de règles qu'on maîtrise mieux, le temps que le système apprenne. Ça va être un travail de longue haleine, hein, de manière générale. Finalement, le retour qu'on a des profs, il va plus être sur la difficulté de certains professeurs à mettre en forme leur cours sous la forme d'un graphe de connaissances. Parce que finalement, ce graphe de connaissances, c'est un petit peu notre matière première sur laquelle on va travailler. Et il y a des professeurs qui travaillent depuis 20 ans avec un cours qui se déroule de manière extrêmement linéaire. Et eux, ils ne vont pas forcément vouloir faire ce travail de redécoupage du cours en sous-objectifs avec des contenus obligatoires, des contenus facultatifs et des quiz, finalement des cours très interactifs. Et eux, on va pas forcément réussir à les embarquer. On le sait, c'est toujours le cas. Quand il y a de l'innovation, il y a toujours des personnes qui n'ont pas envie de suivre. Et puis par contre, on va avoir des profs plus attachés à l'innovation qui vont se dire, ah ouais, c'est super intéressant, et qui vont faire cet effort-là. Donc franchement, ça va prendre plusieurs années avant qu'on ait des résultats qui soient à la fois efficaces et en masse. Okay, merci. Moi, je trouve que c'est très intéressant justement de voir que on présente pendant 1 heure voilà, quelque chose d'une innovation. On va utiliser de l'intelligence artificielle pour construire des recommandations et voilà, donner des recommandations sur des parcours, et on voit que finalement, et c'est dans tout changement comme ça, c'est qu'il y a des freins qui sont des freins de freins au changement, et que ça, une fois de plus, nous on le dit très souvent au FOD,
c'est pour ça que je me permets cette intervention, c'est que si dès le départ, le projet n'a pas été un peu validé par l'ensemble de la communauté ou l'ensemble des participants ont été intégrés pour gérer ce projet-là, c'est sûr et je pense que dans l'éducation encore plus peut-être que dans d'autres, secteurs, les freins sont importants. Parce que demander effectivement à un enseignant de changer son cours qu'il fait depuis 20 ans, c'est toujours très complexe par rapport à sa posture de pédagogue et d'enseignant et de personne qui détient un savoir. Donc c'est la question que pose n'est pas vraiment du coup là, cette question de l'intelligence artificielle, mais beaucoup plus effectivement comment on gère un projet de cette envergure-là sans heurter et d'aller tous dans la même direction. Mais bon voilà, c'était simplement une petite parenthèse que je voulais vous faire. Pour compléter quand même, pour réagir à ce que tu dis, Aurélia, parce que je suis tout à fait d'accord, c'est ce qui est absolument extraordinaire dans notre environnement, c'est que nous avons pléthore d'outils qui deviennent de plus en plus puissants les uns les autres, qui révèlent un potentiel pédagogique extraordinaire, qui n'ont de sens ou qui n'auront d'efficacité qu'à partir du moment où ils viennent au service d'un changement de posture des enseignants et des formateurs. C'est-à-dire que c'est cette transformation de la posture de l'enseignant qui s'approprie le potentiel et la puissance des outils qui est l'enjeu que nous avons dans la transformation des métiers de tout l'ensemble de l'écosystème, voire même des business models des organisations qui encadrent toutes ces personnes. Cette révolution, elle est là, elle est dans le changement de posture plus que dans les outils, elle est au travers des outils et on a besoin des outils, mais sans ce changement de posture, les outils ne peuvent pas être utiles parce qu'ils sont souvent dévoyés et c'est ce qui fait l'importance du change management et de la transformation vraiment des organisations pour pouvoir s'approprier au fur et à mesure ces outils qui sont vraiment très puissants. Loïc, remets ton micro. Oui, merci pour ce rappel. On va enchaîner peut-être sur une question un petit peu connexe. Donc, du coup, puisque la place de l'humain, effectivement, on voit que pour que ce soit performant, efficace, il faut repenser le cours, mais aussi repenser peut-être la façon d'accompagner. Donc, et on a vu dans ce que vous avez présenté qu'il y a beaucoup, quelque part, de statistiques et que c'est des mathématiques derrière. Donc, Arnaud nous pose une question. Finalement, dans cette prédiction appuyée par l'IA, et les recommandations de contenu qui sont faites à l'étudiant, finalement, est-ce qu'il peut y avoir une modération, une remise en cause, finalement, par un tuteur humain? Ou est-ce que, finalement, ça se substitue totalement à une modération tutorale humaine? Là, dans la façon dont c'est construit, il n'y a pas de modération parce qu'un humain ne pourrait pas en fait intervenir sur chaque recommandation. Par contre, il faut aussi voir cet outil comme une façon de donner des informations à l'enseignant sur la façon dont son cours et dont les étudiants naviguent dans son cours. Parce que finalement, si derrière il regarde les résultats, il va voir que les étudiants finalement, un quiz qui peut paraître facultatif, il se trouve qu'il est obligatoire parce que si on ne l'a pas fait, on n'arrive pas derrière à réussir les choses. On peut aussi se rendre compte qu'il y a un taux de réussite qui est très faible, qui apparaît, qui transparaît finalement de ces modèles-là. Donc, ça va aussi servir à l'enseignant pour aller construire son cours. Mais non, on ne peut pas manuellement intervenir sur chaque recommandation parce que l'objectif, c'est quand même que chaque étudiant, s'il y en a 1000, que chaque étudiant puisse avoir une recommandation personnalisée, voire plusieurs recommandations personnalisées. Donc, ça n'est pas gérable d'un point de vue enseignant. Mathieu, du coup, nous demande est-ce que les quiz, du coup, sont finalement identiques pour chaque étudiant, ou est-ce qu'il y a un tirage aléatoire, effectivement, des questions, dans un panier de questions? Ouais, là, les quiz sont identiques et c'est assez important d'avoir une constance parce que si on fait varier les quiz d'un étudiant à un autre, on va amener du flou dans les données. Donc, il faut que chaque étudiant se voit proposer le même quiz. Par contre, quand j'ai précisé qu'on pouvait finalement descendre à l'échelon en dessous du quiz et passer au niveau de la question, là, on pourrait en fait aller générer
générer des nouveaux quiz si notre modèle n'est plus basé sur le quiz complet, mais sur la réponse à chacune des questions. Donc oui, on pourrait aller plus loin. On a d'autres questions ensuite qui sont plus par rapport à la posture effectivement de l'étudiant. Donc Christine ou Bruno là, qui nous demandent finalement, n'y a-t-il pas un risque d'altération du libre arbitre de l'apprenant, de sa volonté propre dans son parcours de formation? Quid de l'autorégulation de l'étudiant finalement? C'est une question intéressante qui, je pense, concerne plus les acteurs de l'éducation, les ingénieurs pédagogiques que nous. Mais les retours qu'on a eus, c'est que l'autorégulation de l'étudiant, c'est pas toujours idéal, hein. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont jeunes, qui parfois ont quand même besoin d'être un peu pris par la main. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose finalement de le guider. C'est un peu un feedback qu'on a de manière générale. Tous les étudiants n'ont pas une maturité extraordinaire qui leur permet de se gérer eux-mêmes. Est-ce que l'étudiant peut finalement contester ou rejeter une recommandation qui lui est faite et Oui. demander une autre question finalement? Oui, Une autre de toute recommandation. façon, les recommandations, généralement, les recommandations, on ne va pas en faire qu'une, on va en faire 2 ou 3 en disant tu peux regarder ceci pour améliorer tes résultats là, ou bien regarder cela pour améliorer ces résultats là. Donc, il a quand même un choix. Et puis, en soi, s'il ne veut pas suivre les recommandations, il peut continuer son parcours tel quel, hein. La recommandation, elle est juste là pour l'aider en essayant d'identifier les endroits où il est probablement en train de faire fausse route et où il risque d'aller faire face à un moment à un échec. Et donc, l'idée, c'est d'éviter qu'il ait à faire face à un échec, parce que généralement, le découragement derrière est plus dur à gérer que finalement recevoir une recommandation au plus tôt. Une autre question qui est un peu d'une autre nature, mais on l'a peut-être pas parfaitement vu dans votre présentation, là, c'est identifier le profil de l'apprentissage de l'apprenant. Finalement, est-ce que tous les quiz sont finalement en format texte ou est-ce qu'on peut avoir aussi des propositions d'évaluation ou de contenu qui vont être d'une autre nature, vidéo, PDF ou autre, en fonction de ce qu'ils préfèrent à lire ou voir ou regarder ou écouter? Alors, c'est assez intéressant. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai présenté, on avait des quiz où les quiz, c'était des QCM, en fait, hein, où on sélectionnait une box ou une autre, hein. Mais on peut imaginer des choses où on va aller analyser du texte libre. Alors là, c'est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus amont. On peut aussi aller regarder, et ça c'est des travaux qu'on fait notamment avec Omnes Éducation, où on va regarder non seulement les contenus qui vont être consultés, mais on va aller regarder la façon dont ils sont consultés, ces contenus. Notamment quand ce sont des vidéos de cours, on va pouvoir aller regarder la façon dont un étudiant a consommé ce contenu vidéo. Est-ce qu'il a ouvert la vidéo? Est-ce qu'il est allé jusqu'au bout d'une traite? Est-ce qu'il l'a coupé? Est-ce qu'il s'est arrêté au bout de 30% de la vidéo? Et ça va fournir encore une fois des informations supplémentaires avec encore plus de finesse que dans la consultation de contenu. L'idée étant de savoir est-ce qu'un étudiant, il a ouvert un contenu ou est-ce qu'il est vraiment allé jusqu'au bout? Est-ce qu'il a semblé être intéressé par le contenu ou bien il a l'air de l'avoir consulté en trois morceaux parce que vraiment c'est une vidéo très complexe et finalement qui n'est pas très intéressante à regarder. Voilà, on peut aller encore plus loin. Là, je vous ai présenté un exemple simple parce qu'il faut quand même comprendre les concepts sous-jacents. Mais derrière, on peut aller beaucoup plus loin et je pense qu'on ira beaucoup plus loin petit à petit. Plus ça va avancer, plus ces algos de recommandations de contenu vont devenir des commodités, ça veut dire des choses qui sont disponibles sur étagère. On va pouvoir mettre de plus en plus de complexité dedans. Mais il faut avancer pas à pas. Déjà, essayons d'emporter l'adhésion des étudiants d'une part. Je pense que ça, on va y arriver. Et des enseignants, d'autre part, je pense que ça va être beaucoup plus long pour pouvoir mettre en place ces outils. Et puis ensuite, on apportera de la complexité. Merci, il y a encore beaucoup de questions. Je vais en prendre une dernière peut-être parce que le temps tourne. Est-ce que du coup, vous avez des exemples ou est-ce que vous imaginez d'utiliser de ce type de solution finalement dans la formation des formateurs? Là, peut-être qu'aussi Yannick a des choses à nous dire par rapport à ça. Au-delà de la formation initiale des étudiants. Je rebondis juste avant de laisser Ludovic en parler, mais ce qui est très intéressant, c'est dans ce qu'on voit là, c'est que
évidemment, il faut que les formateurs soient formés à ces outils et évidemment, il faut que les apprenants soient formés à ces outils. C'est-à-dire que ce sont des outils où spontanément, tout n'est pas possible, où c'est en maîtrisant réellement ce que l'on peut faire avec qu'on peut aller chercher et en tirer le meilleur. Et ça nécessite vraiment de la part de tous les acteurs, apprenants, formateurs, enseignants, le fait d'être formés pour au mieux utiliser ces outils. Donc ça, moi, je veux insister là-dessus. C'est pas naturel comme ça. On est dans une logique là où on est avec que des outils dans nos smartphones où tout est facile. Oui, mais dans le monde de la formation, si on veut vraiment en tirer le meilleur, il faut être formé pour s'en servir, pour en tirer le meilleur. Voilà. Et pour rebondir là-dessus, sur la question de former les formateurs, en utilisant ces outils, on a eu des réflexions, menées avec l'université de Bourgogne sur ce sujet-là et effectivement, ils souhaitaient savoir comment on pouvait aider, un formateur à créer son cours et donc il y a des possibilités effectivement en allant, justement avec des outils comme ça, analyser la façon dont un étudiant réussit ou rate en fait, des évaluations en fonction du type de contenu qu'on lui a proposé et en fonction du profil de l'étudiant. Là où on se placerait, dans un spectre non plus, d'une université comme l'université Paris-Dauphine où finalement va y avoir une certaine homogénéité de niveau au sein des étudiants. Là, l'idée c'est d'avoir une ambition, de pouvoir s'adresser à n'importe qui, soit des personnes qui vont être finalement, qui auront des niveaux post-bac par exemple, qui peuvent être, non diplômés et donc ils vont être très, très manuels jusqu'à des niveaux où on va avoir des personnes, qui ont des niveaux post-bac, +8 et donc de voir comment les gens apprennent en fonction, de ce profil-là, voir, est-ce qu'ils maîtrisent la langue française, est-ce qu'ils ne la maîtrisent pas et derrière d'aider, le formateur sur les types de contenus qu'il doit proposer pour s'adresser à ce type de profil. Donc on va lui dire: «Bah, voilà, toi tu es formateur, tu vas t'adresser, à des personnes qui sont plutôt bac+2, donc voilà le type de contenu qu'il faudrait que tu fasses. Voilà, il vaut mieux plutôt des vidéos qui soient sous-titrées, des vidéos qui soient en français, dont le texte se passe vite, pas vite, qu'elles soient courtes ou plus longues, qu'elles soient très abstraites ou plutôt, vraiment dans le concret». Donc voilà le genre de choses sur lesquelles on a des réflexions et que ce type d'outil va aussi permettre de faire. Bien, merci. Donc, on arrive à la fin de l'heure là, donc on va peut-être en arrêter là pour aujourd'hui. On vous remercie tous de vos interventions et du coup, c'est l'occasion aussi de parler de la suite. De toute façon, on continuera cette discussion puisque les prochaines rencontres vont être sur cette thématique, sur l'IA notamment et principalement. Et donc, on aura l'occasion de revenir largement vers vous avec d'autres retours d'expérience tout aussi enrichissants, j'espère. Et notamment, par exemple, éventuellement sur une question qui a été posée sur quid de la place de tous ces outils et de l'IA aussi pour la création de contenu, finalement. Est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour construire une formation et si oui, comment?